Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Les Voix de l'Art. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan culturel du mois de janvier avec les expositions que j'ai pu faire et les films que j'ai pu voir. On va aussi parler de littérature mais très rapidement. Et oui, c'est bien le bilan de janvier que je poste mi-février. Excusez-moi pour le retard, mais mieux vaut tard que jamais. Tout d'abord, je vais vous parler des expositions que j'ai pu voir et on commence avec les expositions du Louvre. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez bien compris que je suis allée voir l'exposition Revoir Watteau, un comédien sans réplique, qui concerne la restauration de l'œuvre Pierrot, dit le Gilles. L'exposition se déroulait du 16 octobre au 3 février dans la salle de la Chapelle et le commissaire d'exposition c'est Guillaume Farou, conservateur en chef au département des peintures. J'ai beaucoup aimé l'exposition, mais c'est pas très étonnant vu que j'aime énormément les expositions qu'ils font lors des restaurations d'œuvres. J'aime beaucoup comment ce genre d'exposition est faite, avec souvent une partie concernant l'artiste, ses influences, les influences du thème, de l'iconographie, et ensuite son écho dans l'art. Et ça permet de voir des œuvres du XXe siècle au musée du Louvre, et c'est toujours sympa. Cette exposition faisait écho à l'exposition Figures du Fou, que j'ai aussi saignée sur les réseaux. Elle a eu lieu au même moment dans le hall Napoléon. Et je sais pas si vous avez déjà fait des expositions dans le hall Napoléon. On a eu Pharaon des deux terres, l'exposition sur Athènes, enfin il y en a eu plein. Les choses aussi, c'est des expositions énormes. Sur le site du Louvre, ils mettent comme durée moyenne 2 heures. Je pense que c'est vraiment pour ceux qui ne lisent pas tout, mais vous pouvez y passer une bonne matinée. Le titre de l'exposition c'est Figures du Fou, du Moyen-Âge au romantique, et c'était vraiment une exposition immense qui présentait plus de 300 œuvres. Et ce qui est bien, comme pour toutes les expositions, c'est qu'on a différents médiums allant de la peinture, la sculpture, au cinéma, au costume même, et non vraiment c'était top. Et les commissaires d'exposition étaient Elisabeth Antoine Koenig, qui est conservatrice générale au département des objets d'art, et Yves Le Pogam, conservateur général au département des sculptures. C'était une exposition ambitieuse qui avait un thème unique et qui a su toucher un large public. Mention spéciale à la médiation, qui a eu l'idée de faire une cocotte. Déjà, ça rappelle un peu notre enfance à replier des cocottes en papier, et c'était vraiment très sympa, et je pense que ça a plu à tous les âges. Il y avait différents défis dans la cocotte, par exemple, on avait 1 minute pour décrire l'œuvre qu'on voyait, ou bien fallait recréer l'expression d'une personne qu'on voyait dans une peinture. Enfin voilà, il y avait énormément de choses assez marrantes et qui permettaient quand même de lier le spectateur à l'œuvre. Et donc c'est vraiment top pour tous les publics, et même lorsqu'on est étudiant en histoire de l'art, ça fait toujours plaisir de s'amuser dans les expositions. Ensuite, on traverse la Seine pour arriver au musée d'Orsay, où il y avait l'exposition Caillebotte peindre les hommes. L'exposition, elle avait lieu du 8 octobre au 19 janvier. J'ai trouvé ça quand même assez court. Elle fait suite à l'acquisition récente de 2 œuvres de Caillebotte par le Getty Museum et le musée d'Orsay. Et c'est également le 130e anniversaire de la mort de l'artiste qui est décédé en 1894 et qui correspond donc au legs de sa collection à l'État. Parce qu'il faut savoir que Caillebotte, c'était quelqu'un de très aisé, qui était rentier, qui vivait de l'argent gagné par son père, qui possède plusieurs immeubles dans Paris. Il a donc acheté pas mal d'œuvres à ses amis, comme Renoir ou Monet. Lors de sa mort, il a voulu léguer environ 70 œuvres à l'État, à condition qu'elle les présente dans un musée. Finalement, il y a eu quelques négociations entre le frère de Caillebotte et Renoir, qui était l'exécuteur testamentaire de Caillebotte, et c'est seulement 40 œuvres qui sont présentées, et cela a permis à la reconnaissance de l'impressionnisme dans l'art et dans les musées, car il ne faut pas oublier que même si c'est un mouvement qui est très apprécié aujourd'hui, et je pense que c'est le mouvement artistique le plus connu, à l'époque c'était très novateur et ça pouvait choquer le public. L'exposition est le fruit de travaux de 3 musées, donc le musée d'Orsay, le Getty Museum et l'Art Institute de Chicago. Mention spéciale à Paul Perrin qui était le commissaire pour le musée d'Orsay et qui est conservateur et directeur de la conservation et des collections du musée. Par rapport à l'exposition en elle-même, j'ai trouvé que la scénographie était top. Vraiment, j'ai bien aimé m'y balader. En tout cas, analyser la muséographie de l'exposition. Après, j'ai beaucoup de choses à dire. L'exposition était vraiment top et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'impressionnisme. Je viens d'une ville où on baigne dans l'impressionnisme depuis toujours, donc j'ai beaucoup aimé l'exposition, mais c'est vrai que lorsque je suis sortie des salles, j'étais assez contente parce que j'ai pu échapper à la foule.
Après, ça restait une très belle exposition, j'en garde un très bon souvenir. C'est vrai que les expositions du musée d'Orsay sont souvent victimes de leur succès, mais ça restait une très belle exposition. Si vous n'avez pas pu voir l'exposition ou que vous voulez la revoir et que vous avez assez d'argent pour vous payer un billet d'avion pour les États-Unis, l'exposition sera au Getty Museum à Los Angeles de février à mai et au Art Institute de Chicago de juin à octobre. En janvier, j'ai pas fait vraiment d'exposition, j'ai surtout visité les collections permanentes de pas mal de musées, mais je vois pas vraiment l'intérêt de vous en parler dans ce bilan, et je vous ferai certainement des petites vidéos sur les réseaux des collections que j'ai pu voir. J'ai également vu rapidement l'exposition Louvre-Couture et celle sur Cimabue au musée du Louvre, mais je vous en parlerai peut-être pour le bilan de février. Ensuite, on passe au cinéma. Je suis une petite cinéphile, voilà, je m'y connais pas énormément, mais j'aime beaucoup regarder des films, et j'ai la carte UGC illimitée. Ce qui fait que je vais plusieurs fois par mois au cinéma, j'essaye d'y aller le plus souvent possible, et je vais vous faire une petite liste de films que j'ai pu voir. Je vais pas tout vous dire, mais voilà, je vais vous parler des films qui m'ont le plus marqué. Tout d'abord, à l'occasion de la sortie de Wicked réalisée par Jon Chu, UGC a fait une projection unique du Magicien d'Oz de 1939 réalisée par Victor Fleming. Je suis très contente d'y être allée avant de voir Wicked car j'ai pu saisir toutes les références au film original et ça m'a donné envie de voir les autres films et peut-être de lire le livre. Même si je ne suis pas une grande lectrice, je ferai peut-être cet effort. Ensuite, je suis allée voir La plus précieuse des marchandises, qui est un film d'animation franco-belge réalisé par Michel Hazanavicius et adapté d'un livre écrit par Jean-Claude Grunberg, publié en 2019. Je pense que c'est le genre de film que tout le monde devrait aller voir, que toutes les classes devraient aller voir aussi au cinéma. Je sais que ça a été le cas pour la classe de mon petit frère et j'espère que pas mal d'écoles ont pris cette initiative. C'était très touchant et les images sont magnifiques, l'histoire est magnifique, c'est triste et en même temps plein d'espoir. Et nous avons la chance d'entendre pour une dernière fois la voix de Jean-Louis Trintignant qui nous a quittés peu après avoir enregistré la narration du film en juin 2022. Ensuite, je suis allée voir Conclave, réalisé par Edvard Berger. Je pense que j'ai pas besoin de parler vraiment du film, tout le monde en a entendu parler sur les réseaux sociaux et c'est pas pour rien. J'ai vraiment adoré le film, j'ai beaucoup aimé la fin et j'ai beaucoup aimé découvrir le système du conclave à l'époque contemporaine. C'est vrai que ça fait bizarre quand même de voir des cardinaux fumer une cigarette électronique. Autre film dont je n'ai pas besoin de faire la promotion, c'est Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott. Et j'ai trouvé le film sympa, voilà, j'ai mis en off mon cerveau d'étudiante en histoire de l'art. Mais de toute façon, on va pas se mentir, je pense que pas mal d'étudiants en histoire ou histoire de l'art apprécient quand même pas mal le genre du péplum. Pour rappel, le genre du péplum, c'est un genre cinématographique où l'histoire se passe dans l'Antiquité. C'est pas tout le temps facile de ne pas analyser les costumes, l'architecture, l'art qu'il y a dans les films, mais ça fait quand même du bien, et puis même si on voit des défauts, c'est pas grave. On sait très bien qu'il y a un choix artistique, il y a une DA et un choix même par rapport au scénario qui fait que on peut pas suivre tout à la lettre et c'est pas un documentaire. Ensuite, j'ai enfin vu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet et sorti en 2001. Donc là, c'est pareil, je pense que j'ai pas besoin d'en parler pendant 3 heures. Le film est magnifique, l'histoire est magnifique aussi, j'ai beaucoup aimé l'histoire, et j'ai surtout aimé Audrey Tautou. Et voilà, c'est tout simplement un classique que j'ai enfin vu et j'en suis très contente. Pour terminer, je vais sortir mon meilleur accent pour vous parler de Better Man. Le biopic sur Robbie Williams. Je vous avoue que lorsqu'on est parti au cinéma, on est un peu allé voir le film sur un coup de tête et il m'a réellement touchée. Je connaissais pas vraiment Robbie Williams et j'écoutais pas ses musiques. Et en sortant de la séance, j'ai ajouté pas mal de sons à ma playlist. Et plus sérieusement, le film traite vraiment de sujets importants, surtout dans le milieu de la musique. Le film est très émouvant. La scénographie, la chorégraphie, les images, toute la DA, tout est incroyable. Et on est émerveillé chaque seconde. Je pense qu'on a compris que j'ai beaucoup aimé le film et le fait qu'il ait été sous la forme d'un singe m'a pas du tout dérangé. Et le film est toujours diffusé dans les salles, donc n'hésitez pas à y aller, vous passerez un bon moment. La dernière catégorie de ce bilan de janvier est la littérature. Alors, je ne suis pas une très grande lectrice, voire pas du tout, mais ça fait partie de mes résolutions de 2025. J'aimerais bien lire plus. Et donc ce mois-ci, j'ai lu un petit livre. Soyez fiers de moi, s'il vous plaît. C'est La théorie de l'art moderne de Paul Klee, écrit en 1956. Et ce cher Paul était artiste et professeur au Bauhaus dans les années 20, et ce petit livre nous aide à la compréhension de l'esthétique du XXe siècle.
Et donc par exemple, il cherche à comprendre comment les artistes partent d'une idée abstraite pour en faire une œuvre tangible. Et donc c'est un essai, donc ça reste très court, donc très accessible. Et en plus, c'est illustré par des croquis et des exemples. Donc je le conseille vivement pour ceux qui s'intéressent à l'art du XXe siècle. Je vous avoue que je me suis trouvé une passion pour l'art du XXe siècle depuis que j'ai eu des cours au Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Et je suis très contente d'avoir lu ce petit livre. Là, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux, donc je suis pas prête de le terminer. Je sais pas si entre-temps je lirai d'autres livres. Vous verrez si je vous en parle dans un bilan. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de consulter des catalogues d'expositions ou bien d'aller voir des films. Normalement, le mois prochain, j'aurai un peu plus d'expositions temporaires à mon actif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ainsi qu'à partager vos coups de cœur du mois. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'Art.